Bonjour à tous, on se trouve ici devant un dispositif qui est un banc à ultrasons, donc qui est constitué d'un émetteur à ultrasons, d'un récepteur à ultrasons, d'un GBF qui va alimenter l'émetteur et d'un oscilloscope numérique qui va nous permettre à la fois de visualiser la tension qui alimente l'émetteur et aussi le signal reçu par le récepteur. Alors un tel banc donc, nous permet d'émettre des ultrasons grâce à cet émetteur qui est en fait ce qu'on appelle donc un piézoélectrique, un transducteur qui permet de transformer donc un signal électrique, une tension sinusoïdale à ces bornes en une vibration ultrasonore ici puisqu'on est à 40 kHz. Donc on sait que les ondes qu'on peut entendre à l'oreille sont à peu près entre 50 Hz et 20 kHz, donc évidemment à 40 kHz on ne les entend plus, ce sont des ultrasons, mais qui se propagent dans l'air et qui sont captés par ce deuxième piézoélectrique qui fonctionne sur le même principe ou plutôt sur le principe inverse, c'est-à-dire qui transforme cette onde sonore en une tension évidemment d'amplitude beaucoup plus faible. Regardez les calibres ici sur l'oscillo. Donc pour l'émetteur qui est en bleu, on est à 1 volt par division, alors que pour le récepteur qui est en jaune, donc sur la voie 1, on est à 50 millivolts par division. Et donc évidemment, ce signal reçu est beaucoup plus faible que le signal émis. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence avec ce banc à ultrasons? Eh bien, on peut mettre en évidence pas mal de phénomènes liés à la propagation des ondes acoustiques dans l'air. On peut mesurer la vitesse du son de différentes manières. On peut aussi étudier un peu la propagation des ondes ultrasonores dans l'air. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? D'abord, il faut, quand vous êtes devant un tel banc, première chose, c'est régler la fréquence de résonance de votre dispositif. C'est-à-dire que votre chaîne de piézoélectrique se comporte comme un filtre passe-bande autour à peu près de 40 kHz. Et donc, on peut chercher la fréquence pour laquelle le signal reçu, donc ici en jaune, est maximum. Donc là, je suis à 39 kHz. Donc, on voit déjà que le signal reçu a une certaine amplitude. Et donc, là, je me rapproche des 40. Là, je suis à 40 kHz, mais ce n'est pas à 40 kHz qu'on a le signal maximum. Vous voyez que quand on continue d'augmenter, là, on voit que l'amplitude augmente. Et ensuite, elle va à nouveau diminuer. Je suis à 43 kHz. Et donc, le maximum ici, c'est à 41,7 kHz. Donc voilà la fréquence qui nous permet d'avoir le signal reçu d'amplitude maximum. Alors on pourrait même tracer une courbe en gain, une courbe en cloche, sur laquelle on reporterait l'amplitude de ces sinusoïdes, de la sinusoïde du signal reçu en jaune, en fonction de la fréquence. Et on aurait comme un filtre passe-bande, comme un circuit RLC série aux bandes de la résistance. Donc voilà un gain avec un certain facteur de qualité, d'ailleurs plutôt élevé. Ici, la résonance est plutôt aiguë autour de la fréquence de résonance. Alors, qu'est-ce qu'on peut visualiser comme manipulation? Donc, on peut voir ce qui se passe quand on recule la position, par exemple, de l'émetteur par rapport au récepteur. Et donc, on s'aperçoit globalement que l'amplitude du signal diminue en fonction de la distance. Alors, elle diminue et on peut se poser la question, pourquoi diminue-t-elle? On peut faire deux hypothèses. Est-ce qu'elle diminue parce qu'on a une onde sphérique émise à partir de la source ou est-ce qu'elle diminue parce que les ultrasons sont absorbés dans l'air? Alors pour vérifier ces deux hypothèses, on peut mesurer l'amplitude du signal reçu en jaune et reporter cette amplitude en fonction de la distance entre l'émetteur et le récepteur. Alors de deux choses l'une, ou bien cette amplitude décroît en 1 sur la distance, sachant qu'on détecte avec le récepteur, on détecte bien l'amplitude du signal et non pas l'énergie, le vecteur de pointing acoustique qui lui décroît, diminuerait en 1 sur R carré. Donc là, on mesure quelque chose qui est proportionnel à la pression. Donc si c'est le caractère sphérique, on sait qu'une onde sphérique c'est en A sur R cosinus oméga t moins KR, donc les surfaces d'onde qui seraient des demi-sphères hémisphériques, donc émises de l'émetteur. Eh bien, à ce moment-là, donc en reportant cette amplitude en fonction de la distance, on a sensiblement, donc une droite, attention, il faudrait faire l'amplitude fois la distance pour avoir une constante.
Ou alors, si c'est le caractère absorbant, donc on aurait une onde en A exponentielle moins R sur delta cosinus oméga t moins KR, à ce moment-là, ça voudrait dire que c'est le caractère absorbant de l'air qui l'emporterait. Donc là, il faudrait tracer le log de l'amplitude en fonction de la distance pour se ramener à une droite, parce qu'on ne sait détecter qu'une droite. Voilà, alors je veux ménager le suspense. Aucun des modèles n'est réellement satisfaisant. Mais quand on trace l'amplitude multipliée par la distance en fonction de la distance, on a sensiblement quelque chose qui est à peu près constant. Donc c'est plutôt le caractère sphérique de l'onde qui l'emporte sur le caractère absorbant de l'air. Autre chose, c'est mesurer la longueur d'onde de ce phénomène pour en déduire, connaissant la fréquence, grâce à la formule lambda est égal à C sur F, en déduire la valeur de la célérité des ultrasons dans l'air. Alors, comment on peut faire? L'idée, c'est de se mettre en position XY et de visualiser non plus les courbes en fonction du temps, mais le signal reçu en fonction du signal émis. Et là, on s'aperçoit qu'on a évidemment ce qu'on appelle les courbes de Lissajous, c'est-à-dire qu'on a un déphasage entre le signal émis et le signal reçu. Et quand on déplace l'émetteur par rapport au récepteur, eh bien, on balaye tous les déphasages possibles entre l'émetteur et le récepteur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est se placer dans une position où on a, par exemple, l'émetteur et le récepteur en phase. Donc, on sait qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à voir, par exemple, les petites vidéos sur les états de polarisation, parce que là, on revisite tous les états de polarisation possibles entre deux sinusoïdes. C'est ce qu'on paramètre. Donc là, ils sont en phase. Voilà, c'est assez délicat à régler pile en phase. Et donc ici, ils sont en quadrature. Les axes de l'oscillo sont le petit axe et le grand axe de l'ellipse. Là, on est en opposition de phase. On revient en quadrature. Et ici, on est à nouveau en phase. Donc là, ça veut dire qu'on a balayé une longueur d'onde. Alors évidemment, pour une plus grande précision, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balayer un grand nombre de longueurs d'onde. Et donc, en divisant la distance parcourue par le nombre de longueurs la distance parcourue par donc le nombre de longueurs d'onde, on aura la valeur de cette longueur d'onde. On peut faire un petit calcul d'incertitude et on tombe à peu près sur, ça dépend de la température de la pièce évidemment, puisque la vitesse du son dépend de la température de la pièce, donc la longueur d'onde aussi. Eh bien, on tombe à peu près sur 8,5 cm, ce qui nous donne effectivement une vitesse de l'ordre de 340 mètres par seconde, comme on s'y attendait. Donc voilà, il faudrait avoir un thermomètre aussi pour mesurer la température de l'air. Alors, on peut s'amuser, on n'est pas obligé de travailler tout à fait à la fréquence de résonance. On peut s'amuser aussi à prendre une fréquence légèrement différente pour faire cette mesure et s'apercevoir qu'effectivement, le produit lambda fois la fréquence doit être un invariant. Donc en faisant ça pour différentes fréquences, en mesurant lambda pour différentes fréquences, lambda fois la fréquence est un invariant puisque ça correspond à la vitesse du son. Donc ça, c'est une première manière de mesurer cette vitesse du son au travers de la mesure de la longueur d'onde. Mais on peut s'y prendre encore d'une autre manière, c'est en mesurant, en constatant qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'amplitude du signal reçu décroît effectivement en fonction de la distance. Alors, on s'aperçoit que quand on s'éloigne de l'émetteur, avec le récepteur, donc c'est le signal orange, alors on a cette décroissance en fonction de la distance, bien sûr, mais on s'aperçoit qu'également on a des petites oscillations de cette amplitude, c'est-à-dire qu'elle réaugmente, globalement elle diminue, mais on la voit réaugmenter à intervalles réguliers. Alors la raison en est qu'on a une onde partiellement progressive et partiellement stationnaire, c'est-à-dire qu'en fait, l'onde qui est émise ici se réfléchit aussi partiellement sur ce montant-là,
Et donc on a ce qu'on appelle un taux d'onde stationnaire entre les deux. Donc l'onde n'est ni parfaitement progressive ni parfaitement stationnaire parce qu'elle est partiellement réfléchie. Et en fait, ce qu'on observe quand on observe ces petits sursauts, ce sont les ventres locaux donc de la partie stationnaire de l'onde. Or, on sait que quand on a une onde totalement stationnaire, c'est-à-dire qui se réfléchit avec un coefficient plus ou moins 1, la distance entre deux ventres ou entre deux nœuds, c'est lambda sur 2. Donc voilà encore une manière de mesurer lambda sur 2, donc de mesurer lambda, donc de mesurer la fréquence de l'onde et de mesurer donc la célérité du son dans l'air connaissant la fréquence à partir de la mesure de la longueur d'onde. Avec ce banc à ultrasons, on peut aussi illustrer une expérience très simple de type sonar. Donc là, avec cet émetteur, on envoie des impulsions, représentées ici en bleu, des pulses, donc à une fréquence ici de 100 Hz. Donc j'ai pris volontairement une fréquence beaucoup plus basse que la fréquence de résonance. Et donc, évidemment, en réglant le rapport cyclique, on peut régler la taille de ces impulsions. Je ne les ai pas prises trop étroites non plus pour qu'elles contiennent une certaine énergie. Et donc, on envoie ces pulses dans l'émetteur à ultrasons et on les fait se réfléchir sur cet écran. Et donc, par réflexion, on détecte le signal qui se réfléchit sur cette plaque. Et c'est donc le signal jaune ici qui est reçu. Alors, on peut bien vérifier que c'est bien le signal reçu par réflexion, puisque quand on rapproche la plaque, on s'aperçoit que le délai de propagation, donc le temps d'un aller-retour, est plus petit. Et quand on l'éloigne, évidemment, celui-ci est plus grand. Donc voilà une expérience de type sonar qui permet de mesurer une distance entre l'émetteur et le récepteur, donc ici. Et on pourrait même aller un petit peu plus loin et illustrer très sommairement le principe de l'échographie. Donc je mets ici un petit morceau de mouchoir, je l'intercale entre l'écran rigide et l'émetteur-récepteur. Donc quand je l'enlève, on voit que ici, sur le signal reçu, on n'a rien et on crée un écho supplémentaire. Donc ce qui va se passer, c'est que le signal émis par l'émetteur va partiellement se réfléchir sur ce petit morceau très très fin et une autre partie va aller se réfléchir sur cette paroi beaucoup plus rigide. Donc le coefficient de réflexion sera beaucoup plus élevé sur cette paroi qu'au travers de ça. Donc ça c'est partiellement réfléchissant, partiellement ça laisse passer l'onde ultrasonore, de la même manière que les tissus humains peuvent être partiellement réfléchissants et laissent passer une partie des ultrasons, alors que les os, qui ont une impédance beaucoup plus élevée, une impédance acoustique, vont les réfléchir beaucoup plus. Et donc là aussi, vous voyez, on a un écho supplémentaire dû, et donc on comprend comment, en envoyant des ultrasons dans le corps humain, eh bien, on peut visualiser différents organes qui réfléchissent chacun leur tour une partie du signal incident et qui reviennent vers la source. Et donc on peut comme ça mesurer, en mesurant les distances entre les différents échos, remonter aux distances entre les différents organes à l'intérieur du corps humain, ou par exemple faire ce qu'on appelle du contrôle qualité non intrusif dans des pièces métalliques, en envoyant un ultrason et en regardant là aussi s'il y a des défauts dedans, des fissures, etc.